Le 19 août 1944. Quartier général de Wehrmacht, Prusse orientale. Le général Oberst Alfred Jodl a examiné les derniers rapports de renseignement du front occidental en effondrement. Son personnel avait calculé les mathématiques des lignes de ravitaillement alliées qui s'étendaient sur plus de 400 miles des plages de Normandie à l'armée de pointe de Patton. Les Américains ont dépassé leur logistique. Patton s'arrêtera dans quelques jours, peut-être quelques heures. Aucune armée ne peut maintenir des vitesses avancées sans carburant. Depuis sa position au quartier général d'Hitler à Wolfschanza, Jodl a analysé ce que tous les généraux allemands comprenaient par expérience. Une division blindée consomme 150 000 gallons de carburant par jour lorsqu'elle avance. Les Américains sont maintenant à 400 miles de leur dépôt de ravitaillement. Le calcul est inévitable. Le troisième corps de Patton s'arrêtera, donnant à Wehrmacht le temps de se regrouper sur la Seine, peut-être de tenir jusqu'à l'hiver. Ce que Jodl ne savait pas, c'est qu'à 125 miles de distance, 5958 camions roulaient déjà vers l'est en une caravane interminable, avec les phares allumés en défi de la doctrine militaire, transportant 12 500 tonnes de ravitaillement chaque 24 heures. L'Express Rouge, une opération logistique audacieuse que la science militaire allemande n'avait jamais conçue comme possible, allait déjouer toutes les suppositions sur la guerre mécanisée. Dans 72 heures, les chars supposés immobilisés de Patton traverseraient les positions allemandes sur la Seine. Dans une semaine, ils libéreraient Paris. Dans un mois, ils seraient à la frontière allemande. Les meilleurs cerveaux militaires de Wehrmacht allaient recevoir une leçon de logistique américaine qui redéfinirait leur compréhension de la guerre moderne. Apportés par 23 000 conducteurs de camions, dont 75% étaient des soldats afro-américains, qui transformèrent un système de route à sens unique en la ligne de ravitaillement militaire la plus efficace de l'histoire. La confiance du personnel du quartier général allemand dans l'échec logistique américain reposait sur des décennies d'expérience militaire et d'observations récentes. Wehrmacht avait été pionnier dans la Blitzkrieg, avait révolutionné la guerre de armes combinées et comprenait intimement la tyrannie des lignes de ravitaillement. Ses propres campagnes s'étaient enlisées à plusieurs reprises lorsque la logistique ne pouvait pas suivre le rythme du succès tactique. En Russie, l'avance de Wehrmacht s'était arrêtée non pas à cause de la résistance soviétique initiale, mais simplement à cause de l'incapacité à ravitailler les forces à travers de vastes distances. Les camions allemands se brisaient sur les routes russes. Les chariots à chevaux, qui constituaient encore 80% du transport militaire allemand, ne pouvaient pas égaler la vitesse des pointes de lance de Pansa. Les différences d'écartement signifiaient que les ravitaillements s'accumulaient à des centaines de miles du front. Le général de Panzertrupper Heinrich von Luttwitz, qui commanderait le 47e corps de Pansa à partir de septembre 1944, avait écrit en juillet, « Les Américains font face à la même impossibilité logistique que nous avons rencontrée en Russie. Leur avantage mécanique se transforme en désavantage. Les machines nécessitent du carburant, des munitions, des pièces de rechange. Ils ont avancé de 400 miles en 30 jours. L'histoire nous enseigne ce qui arrive ensuite. » Le renseignement allemand a suivi méticuleusement les taux de consommation américains. Un seul char Sherman brûlait 0,5 miles par gallon sur les routes, beaucoup plus sur le terrain. Une division d'infanterie nécessitait 700 tonnes de ravitaillement par jour. Une division blindée nécessitait 1000 tonnes. Patton commandait 12 divisions qui avançaient sur un front de 60 miles. Les mathématiques semblaient irréfutables. 12 000 tonnes par jour, transportées sur 400 miles des plages à travers des routes endommagées et un réseau de transport que les Allemands avaient systématiquement détruit pendant leur retraite. Le général-major Siegfried Westphal, qui allait devenir chef d'état-major du maréchal de camp von Rundstedt en septembre, a calculé le 20 août que, même si les Américains possédaient des camions illimités, ce qu'ils n'avaient pas, et des routes parfaites, ce qu'ils n'avaient pas, et pas de défaillance mécanique, ce qui était impossible, ils ne pourraient pas maintenir l'avance de Patton plus de 48 heures. Les lois physiques ne peuvent pas être violées, pas même par l'industrie américaine. Le 25 août 1944, dans un château français réquisitionné près de Laye, le lieutenant-colonel Luren Ayer du service de transport de motorisation s'est opposé à une salle pleine d'officiers sceptiques. Les mathématiques qu'ils ont présentées étaient claires. Le troisième corps de Patton consommait des ravitaillements à un rythme plus rapide que toute armée de l'histoire, avançant à des vitesses qui défiaient tous les plans logistiques. Les méthodes de ravitaillement traditionnelles, le transport ferroviaire, les convois programmés, la distribution des dépôts avaient échoué sous la pression. Messieurs, ont-ils annoncé, nous allons créer une route à sens unique depuis Cherbourg et les plages jusqu'aux lignes de front. Chaque véhicule roulera 20 heures sur 24. Il ne s'arrêtera que pour l'essence et les urgences.
Nous déplaçons 12 500 tonnes par jour minimum. Le nom provenait de la terminologie ferroviaire. Un envoi de marchandises avec une boule rouge était un envoi express qui avait la priorité sur tout le reste. L'Express rouge fonctionnerait sur le même principe. Priorité absolue, pas de retard, pas d'exception. Les spécifications techniques défiaient la doctrine militaire allemande. 2 routes parallèles à sens unique, une pour les camions chargés qui avançaient, une pour les camions vides qui revenaient. Opération de 24 heures avec phares allumés, abandonnant la discipline de l'obscurité. Il n'y a pas de politique d'arrêt sauf pour l'essence et la défaillance mécanique. Intervalle de convoi de 5 minutes, maintenant une vitesse moyenne de 35 miles par heure. Unité de maintenance mobile toutes les 50 miles. Point de contrôle de la police militaire qui élimine tout véhicule en dessous de 25 miles par heure. Le colonel Charles Tracher, commandant de la section avancée de HADS, section de communication de la zone, a examiné les chiffres projetés. Nous avons besoin de 140 compagnies de camions, 5 958 véhicules minimum, opérant à 90% de disponibilité. C'est impossible selon tout livre de logistique écrit. Cependant, dans 36 heures, l'impossible est devenu opérationnel. Le 26 août 1944, les conducteurs de la compagnie de camions 3916 Cartermaster sont montés dans leur camion GMC CCKW de 2,5 tonnes, surnommé le 2C-demi, chargé de projectiles d'artillerie de 105 mm destinés au canon de Patton à Melon, 300 miles à l'est. La composition démographique de l'Express rouge aurait surpris les théoriciens raciaux allemands. Sur les 23 000 conducteurs qui allaient finalement opérer la route, environ 75% étaient des soldats afro-américains qui servaient dans une armée encore ségrégée. Ces hommes, qui ne pouvaient pas manger dans des restaurants blancs ou utiliser des installations blanches dans la majeure partie de l'Amérique, maintenaient en mouvement l'armée du plus célèbre général blanc. Les conducteurs ont développé leur propre culture en quelques heures. Ils ont peint des slogans sur leurs camions. Banque de sang de Patton, Hitler, nous arrivons. Express de Détroit à Berlin. Ils ont créé leurs propres règles de circulation. Les véhicules les plus lents ont été déviés immédiatement. Les défaillances mécaniques ont été poussées dans les fossés. Tout camion en dessous de 20 miles par heure était considéré comme un obstacle sur la route. Le 28 août, les unités de reconnaissance allemandes ont commencé à signaler quelque chose sans précédent. Des unités d'Alf Claron 116 ont radié depuis des positions qui dominaient la route principale de l'Express rouge. Colonne de véhicules continue, phare visible à 20 km. Pas d'espacement, pas de discipline d'obscurité. On estime 1000 véhicules par heure. Les Américains ont abandonné toutes les précautions militaires. Cela violait tout ce que la doctrine militaire allemande enseignait. Les phares dans la nuit invitaient à un attaque aérien. Les colonnes continues présentaient des cibles parfaites pour l'artillerie. Il n'y avait pas d'espacement entre les véhicules, ce qui signifiait qu'un camion défaillant pouvait arrêter tout le convoi. Cependant, les Américains semblaient ne pas s'en soucier. Le général Lieutenant Edgar Fuinger, commandant de la 21e division Panza, a observé personnellement l'Express rouge depuis des positions cachées le 30 août. Son rapport au quartier général du groupe d'armée B reflétait une alarme croissante. L'ennemi opère un système de ravitaillement au-delà de notre compréhension. Les véhicules passent à intervalles de 30 secondes, jour et nuit, sans pause. Ils ne se cachent pas, ne se dispersent pas, ne suivent aucune règle que nous comprenions. Ce n'est pas de la science militaire. C'est de la production de masse appliquée à la guerre. Ce que les Allemands ne pouvaient pas comprendre, c'est que la logistique américaine opérait sur des principes complètement différents. Là où la doctrine allemande mettait l'accent sur la dissimulation, les Américains faisaient confiance au volume. Là où les Allemands conservaient les véhicules, les Américains supposaient une défaillance mécanique de 20% et planifiaient en conséquence. Là où les Allemands suivaient strictement la procédure militaire, les Américains improvisaient continuellement. Les chiffres réalisés par l'Express rouge défiaient les calculs allemands de ce qui était logistiquement possible. Première semaine, du 25 au 31 août 1944. 89 939 tonnes de ravitaillement livrées. Moyenne quotidienne, 12 848 tonnes. Distance aller-retour, 686 miles. Rotation de véhicules, 5 958 camions effectuant 1,5 voyages par jour. Carburant consommé par l'opération elle-même, 300 000 gallons. Les spécialistes de la logistique allemande ont capturé ces chiffres à partir de documents américains et les ont rejetés comme de la propagande. Mais les chiffres étaient réels et augmentaient. Pour le 5 septembre,
l'Express Rouge avait établi un rythme qui semblait impossible pour les officiers de logistique allemands qui faisaient encore confiance aux chariots à chevaux pour 80% de leur transport. Les convois partaient toutes les 5 minutes depuis le terminus occidental. Convoi moyen, 67 véhicules. Charge par véhicule, 5 tonnes standard, 7 tonnes surcharge fréquente. Temps pour parcourir 350 miles aller, 14 heures moyenne. Temps de retour à chaque extrémité, 2 heures. Véhicule en mouvement constant, 5000 en tout moment. L'Express Rouge a généré des innovations chaque heure à mesure que les conducteurs et les mécaniciens résolvaient des problèmes que la science militaire allemande considérait comme insurmontables. Lorsque les camions se brisaient, environ 1800 par jour, les unités de maintenance mobile effectuaient des réparations sur le bas-côté. Les mécaniciens ont développé un système de triage, 15 minutes pour réparer ou pousser sur le côté de la route. Ils ont cannibalisé des pièces de véhicules considérées comme irréparables. Les moteurs ont été échangés en 45 minutes en utilisant des grues mobiles. Lorsque la route désignée de l'Express Rouge s'est congestionnée, les conducteurs ont créé des routes alternatives. Ils ont réquisitionné des autobus français pour déplacer du personnel et libérer des camions pour le chargement. Ils ont pris des véhicules allemands, les ont peints en couleur olive et les ont mis en service. Ils ont construit des ponts alternatifs autour de ponts détruits en utilisant des débris de bâtiments bombardés comme base de la route. Les Allemands, observant ce chaos qui produisait pourtant de l'ordre, ne pouvaient pas le comprendre. La doctrine logistique allemande mettait l'accent sur la planification soigneuse, les horaires de maintenance et les procédures appropriées. Les Américains violaient chaque principe, mais leur système s'accélérait au lieu de s'effondrer. La révélation la plus surprenante pour les observateurs allemands a été la gestion du carburant américaine. L'Express Rouge consommait 300 000 gallons de gasoline par jour pour ses propres opérations, plus que de nombreuses armées allemandes recevaient pour tous les objectifs. Cependant, le carburant ne manquait jamais. Les Américains avaient créé une merveille parallèle, l'opération plutôt, des pipelines sous-marins, en tendant des pipelines de carburant à travers la Manche. Pour septembre 1944, le carburant coulait à travers les pipelines sous-marins. Le renseignement allemand ne l'avait même pas détecté. Des dépôts de carburant avancés ont été établis tous les 25 miles le long de la route de l'Express Rouge. Les camions-citernes couraient leur propre système de convoi parallèle, garantissant qu'aucun véhicule n'attendait plus de 10 minutes pour se ravitailler. Le général-major Walter Oulemont a observé à partir de photographies de reconnaissance aérienne. Les Américains ont des dépôts de carburant plus grands que nos réserves stratégiques complètes. Ils brûlent plus de gasoline en déplaçant de la gasoline que nous n'en attribuons à des divisions de Panzer complètes. Ce n'est pas la guerre comme nous la comprenons. C'est un débordement industriel. L'Express Rouge n'a pas seulement ravitaillé l'avance. Il l'a multiplié de manière exponentielle. La doctrine militaire allemande calculait qu'une division blindée pouvait maintenir une avance de 20 à 30 miles par jour dans des conditions optimales. Les divisions de Patton ravitaillées par l'Express Rouge ont fait une moyenne de 40 à 60 miles par jour pendant des semaines. Le 1er septembre 1944, la 4e division blindée a avancé de 35 miles en opération matinale, s'est arrêtée pour se ravitailler à midi. Les camions de l'Express Rouge attendaient avec du carburant et des munitions, et ont avancé de 32 miles supplémentaires dans l'après-midi. Cette avance de 67 miles en un seul jour a déjoué la planification défensive allemande, qui supposait une avance maximale quotidienne de 30 miles. Le général Oberstins-Guderian, en révisant les rapports en Prusse orientale, a initialement refusé de les croire. Aucune force blindée ne peut avancer de 60 miles par jour pendant une semaine. Les défaillances mécaniques seules l'empêchent. C'est de la propagande ou une identification erronée. Mais le trafic radio américain intercepté a confirmé cela. Plus inquiétant pour les commandants allemands, les Américains transmettaient leur position ouvertement sans code, suprêmement confiants dans leur capacité à se déplacer plus vite que les Allemands ne pouvaient réagir. Pour le 5 septembre 1944, le renseignement allemand avait compilé des rapports complets sur l'Express Rouge. Les implications étaient catastrophiques pour la planification de Wehrmacht. Chaque supposition sur la capacité militaire américaine nécessitait une révision. Le rapport contenait des observations qui défiaient la science militaire allemande. Les Américains gaspillaient des véhicules de manière prodigieuse, abandonnant des camions endommagés au lieu de les réparer. Les conducteurs opéraient avec des stimulants pendant des jours, violant chaque principe de gestion du personnel. Il n'y avait pas de discipline de camouflage, ce qui rendait tout le système vulnérable à une attaque aérienne qui n'est jamais venue.
Les taux de défaillance mécanique de 30% par jour ont simplement été submergés par la redondance, la consommation de carburant qui aurait ruiné n'importe quelle armée européenne. La réponse du maréchal de camp Walter Model a révélé un désespoir croissant. Si ces rapports sont exacts, nous ne faisons pas face à une armée supérieure, mais à une civilisation supérieure. Ils ne font aucun effort pour se cacher parce qu'ils ne nous craignent pas. Ils gaspillent des ressources parce qu'ils ont des ressources infinies. Nous ne pouvons pas vaincre cela avec des tactiques militaires. Les conducteurs de l'Express Rouge ont payé un prix physique que les observateurs allemands ne pouvaient pas voir. Les conducteurs opéraient pendant 72 heures consécutives, hallucinant d'épuisement et de benzadrine. Les accidents ont tué 300 conducteurs pendant la période d'opération de l'Express Rouge. Les camions se sont écrasés dans la brume, ont versé sur des routes endommagées, ont pris feu lorsque les moteurs surchauffés ont allumé. Cependant, le moral est resté extraordinairement élevé. Ces hommes, en majorité afro-américains, refusaient des droits égaux à la maison, comprenaient qu'ils faisaient l'histoire. Ils démontraient les théories raciales d'Hitler incorrectes avec chaque mile parcouru, chaque tonne livrée. Des officiers allemands capturés ont fourni un témoignage éloquent sur l'impact de l'Express Rouge. Stans von Luck, pris en otage en septembre 1944, a dit à ses interrogateurs « Nous savions que nous avions perdu lorsque nous avons compris leur système de ravitaillement. Ils violent chaque règle. Ils gaspillent du carburant, abandonnent des véhicules, épuisent les conducteurs, mais ils réussissent à travers le simple volume. Ils ont industrialisé la guerre au-delà de notre compréhension. L'impact psychologique sur les forces allemandes a été dévastateur. Les soldats de Wehrmacht pouvaient entendre les camions américains toutes les nuits, des courants interminables de moteurs qui ne s'arrêtaient jamais. Le son en soi est devenu une guerre psychologique. Les véhicules eux-mêmes ont étonné les ingénieurs allemands. Le camion GMC CCKW de 2,5 tonnes, la colonne vertébrale de l'Express Rouge, représentait la perfection de la production de masse. General Motors avait produit plus de 500 000 de ces véhicules pour la fin de la guerre, plus de camions que l'armée allemande possédait de tous les types combinés. Les camions présentaient des innovations que les Allemands n'avaient pas mises en œuvre, traction sur les 4 roues comme standard, pas comme exception. Système de gonflage de pneus automatiques, imperméabilisation qui permettait 30 pouces de guet, moteur qui fonctionnait avec du carburant de basse qualité sans modification, chauffeur qui fonctionnait vraiment en hiver. Plus surprenant encore, la philosophie de maintenance américaine. Là où les Allemands reconstruisaient des moteurs, les Américains les remplaçaient. Là où les Allemands rationnaient des pièces de rechange, les Américains jetaient des véhicules complets pour des problèmes mineurs. Là où les Allemands avaient des mécaniciens maîtres, les Américains avaient des milliers de mécaniciens compétents qui pouvaient effectuer 80% des réparations. À mesure que le front se déplaçait vers l'Est, l'Express Rouge s'est adapté avec une vitesse qui a étonné les officiers de planification allemands habitués à des semaines de préparation pour des changements logistiques importants. Lorsque la route originale à Chartres est devenue insuffisante, les Américains ont créé des extensions de l'Express Rouge du jour au lendemain. Express blanc, Rouen à Paris. Diamant vert, Cherbourg à point de transfert ferroviaire. Lion rouge, Bayeux à Bruxelles. Chaque nouvelle route était opérationnelle dans les 48 heures de sa conception. Les officiers du personnel allemand nécessitaient des semaines pour planifier des opérations similaires. Les Américains ont simplement peint de nouveaux marqueurs, assigné des camions et commencé à rouler. La prépondérance de conducteurs afro-américains dans l'Express Rouge a créé une dissonance cognitive pour les théoriciens raciaux allemands. L'idéologie nazie déclarait les Noirs inférieurs, incapables de tâches techniques, dépourvus d'initiative. Cependant, ces conducteurs réalisaient des miracles logistiques que les forces allemandes ne pouvaient pas égaler. Les soldats afro-américains comprenaient l'ironie. Ils savaient ce que les nazis pensaient d'eux, ce qui les faisait conduire encore plus fort. Chaque mile qu'ils parcouraient démontrait à Hitler qu'il se trompait. Ils luttaient contre le racisme avec des clés de camion, vainquant l'idéologie nazie à travers une performance supérieure. Certains prisonniers de guerre allemands forcés de charger des camions de l'Express Rouge comme travailleurs forcés ont vu leur vision du monde détruite en travaillant aux côtés de sergents afro-américains qui calculaient des distributions de poids plus rapidement que les ingénieurs allemands qui parlaient mieux l'anglais que les instructeurs d'anglais. Allemands qui traitaient les prisonniers avec justice malgré tout ce que la propagande nazie leur avait dit sur le comportement racial. L'Express Rouge a nécessité une infrastructure que les Allemands considéraient comme impossible à créer dans des conditions de combat. Les ingénieurs ont construit ou renforcé 40 ponts, créé 15 dépôts de carburant importants, établi 26 stations de maintenance et construit 8 villes temporaires pour les conducteurs. Tout cela pendant que l'opération était en cours.
Le pont à Monte avait été détruit par les ingénieurs allemands spécifiquement pour arrêter la logistique américaine. Wehrmacht a calculé que le remplacement nécessiterait un minimum de 6 semaines. Les ingénieurs américains ont construit un pont temporaire en 14 heures, tandis que les convois de l'Express Rouge déviaient seulement 8 miles sur des routes de contournement construites à la hâte. Les ingénieurs allemands ont observé les méthodes de construction américaines avec étonnement. Il n'y a eu aucune réunion de planification, aucun plan détaillé, juste une action immédiate. Ils ont construit plus vite que les Allemands ne pouvaient détruire, créant une infrastructure qui apparaissait dans la nuit dans les champs français. L'un des réalisations de l'Express Rouge particulièrement étonnant pour les officiers d'artillerie allemands a été les taux de ravitaillement en munitions qui dépassaient leurs calculs théoriques les plus élevés. Les unités d'artillerie américaines tiraient sans restriction, un luxe qu'aucune unité allemande n'avait connu depuis 1942. Lors de la réduction des fortifications de mai en septembre 1944, l'artillerie du corps XDX a tiré 100 000 obus en 24 heures. L'Express Rouge a livré chaque obus plus un 20% de surplus. L'artillerie allemande qui défendait mai était rationnée à 50 obus par canon par jour. La disparité était écrasante. Les armes américaines tiraient continuellement pendant des heures tandis que les officiers d'artillerie allemands calculaient que de tels bombardements nécessitaient 50 chargements de camions de munitions par heure. L'Express Rouge a fourni cela sans pause. L'Express Rouge a consommé des véhicules à des taux qui auraient paralysé n'importe quelle autre armée. Pour la fin de septembre, l'usure mécanique a atteint des proportions étonnantes. Durée de vie moyenne du véhicule, 10 000 miles. Normal, 30 000. Taux d'élimination quotidien, 30% de tous les véhicules. Moteur remplacé, 5 cents par semaine. Pneus consommés, 10 000 par semaine. Véhicules détruits ou abandonnés, 5 000 de plus. Cependant, l'opération n'a jamais ralenti. La production américaine avait anticipé de telles pertes. Les navires arrivaient chaque semaine dans les ports français avec des centaines de camions neufs. Les conducteurs de remplacement s'entraînaient en 2 jours et étaient lancés dans les convois. Les calculs allemands montraient que les Américains détruisaient plus de camions chaque semaine que Wehrmacht en possédait en France. Cependant, leur capacité de transport a augmenté au lieu de diminuer. Ils avaient réalisé quelque chose que les Allemands pensaient impossible. Logistique plus rapide que la consommation. Les civils français le long de la route de l'Express Rouge ont été témoins de l'abondance américaine qui contredisait des années de pénurie de l'occupation allemande. L'impact psychologique sur les populations occupées a été immédiat et profond. Les conducteurs de l'Express Rouge, en particulier les Afro-Américains, partageaient souvent leurs rations avec des civils français malgré les réglementations. À chaque arrêt, les enfants se réunissaient et les conducteurs leur donnaient du chocolat, des cigarettes, du savon. Le contraste avec l'occupation allemande était marqué. Les Américains offraient généreusement ce que les Allemands avaient rationné strictement. Le renseignement allemand a signalé l'impact de la propagande. Les civils français croient maintenant que la victoire américaine est inévitable. Ils citent les convois de camions comme preuve. L'activité de la résistance a augmenté de 4% le long des routes de l'Express Rouge. La population qui avait accepté notre occupation s'oppose maintenant activement à elle. Au début de septembre 1944, l'Express Rouge a fait face à son plus grand défi. Le 3e corps de Patton avait avancé tellement que même l'Express Rouge luttait pour maintenir les taux de ravitaillement. Le voyage aller-retour dépassait maintenant 700 miles. Les conducteurs s'effondraient, les véhicules se désintégraient, le renseignement allemand a détecté la tension. Le général de Panzertrooper Assophon Mantoel a signalé le 8 septembre, les lignes de ravitaillement américaines montrent des signes de colmatage. Les intervalles de convoi ont augmenté de 5 à 15 minutes. La vitesse du véhicule a diminué. C'est notre chance. Mais l'adaptabilité américaine a encore une fois surpris les Allemands. Dans les 72 heures, l'Express Rouge s'est réorganisé, a créé des points de transfert intermédiaires, a réduit les courses individuelles à 350 miles, a mis en œuvre des systèmes de rotation de conducteurs, a établi des bases de maintenance avancées, a doublé le nombre de véhicules affectés. Pour le 12 septembre, la livraison de tonnes a augmenté en réalité. La crise qui aurait dû arrêter Patton n'a fait que rendre le système plus fort. Complétant l'Express Rouge, les Américains ont mis en œuvre une autre solution logistique que les Allemands considéraient comme impossible. Ravitaillement aérien à grande échelle. Des avions de transport CE-47 ont commencé à livrer des ravitaillements critiques directement aux unités avancées. Chaque avion transportait 3 tonnes. Le 16 septembre 1944, les observateurs de Wehrmacht ont compté 900 vols de transport en un seul jour,
livrant 2700 tonnes par air. La Luftwaffe à son apogée avait géré 300 tonnes par jour à Stalingrad et considérait que c'était un effort maximum. Les Américains utilisaient des avions de transport comme des camions, sans se soucier de l'escorte de combat, sans limitation de carburant. Ils supposaient des pertes et les surpassaient par des chiffres. Wehrmacht ne pouvait pas rivaliser avec cette arithmétique industrielle. L'Express Rouge opérait sous des principes de commandement qui violaient la hiérarchie militaire allemande. Des officiers juniors prenaient des décisions réservées aux généraux dans Wehrmacht. Des sergents commandaient des opérations plus importantes que celles que les colonels allemands géraient. Cette décentralisation a déconcerté les observateurs allemands. La logistique américaine opérait sans contrôle central apparent. Chaque lieutenant agissait comme un général, chaque sergent comme un colonel. Le chaos aurait dû résulter. Au lieu de cela, ils ont atteint l'efficacité. Wehrmacht ne pouvait pas égaler avec une hiérarchie rigide. Pour octobre 1944, les têtes de lignes ferroviaires en avance ont commencé à réduire les exigences de l'Express Rouge. L'opération qui devait durer 10 jours avait continué pendant 82 jours, livrant 412 000 tonnes de ravitaillement sur 122 millions de tonnes mille. Les commandants allemands, maintenant luttant sur leurs propres frontières, ont réfléchi à ce qu'ils avaient vu. Le maréchal de camp Model a écrit dans son rapport final « Nous n'avons pas été vaincus par les chars américains ou les avions principalement. Nous avons été vaincus par les camions américains. » L'Express Rouge a démontré que dans la guerre moderne, la logistique est la stratégie. La transition vers le transport ferroviaire a été en soi une merveille. Les ingénieurs ferroviaires américains avaient reconstruit 1000 miles de lignes ferroviaires françaises détruites pendant que l'Express Rouge était en marche. Ils ont posé de nouveaux rails plus vite que les Allemands ne les avaient détruits, souvent en utilisant de l'équipement ferroviaire allemand capturé. Les statistiques finales de l'Express Rouge défient chaque calcul allemand de possibilités logistiques. 82 jours d'opération, 412 193 tonnes de ravitaillement livrées, 222 millions de tonnes mille, 5 958 véhicules moyens, pic de 7 000, 23 000 conducteurs au total employés, 700 000 gallons de carburant consommés par jour, 40 000 tonnes de munitions livrées à Patton seul, 15 millions de rations transportées, 135 000 tonnes de ravitaillement médical. En révisant ces chiffres en captivité, les officiers allemands ont admis qu'ils avaient calculé la logistique américaine sur la base de précédents européens. Ils avaient multiplié leurs meilleures performances par 3 et supposé que c'était le maximum américain. Ils se trompaient d'un facteur de 10. Au-delà des tonnes et de la distance, l'Express Rouge a réalisé quelque chose de plus profond. Il a détruit la foi allemande dans leur propre supériorité militaire. Les officiers de Wehrmacht qui avaient rejeté les Américains comme des soldats mous et dépendants de la machinerie ont vu que ces mêmes Américains réalisaient des miracles logistiques à travers la détermination et l'abondance industrielle. Les prisonniers de guerre allemands se sont tenus debout en silence dans les clôtures des camps de prisonniers, comptant les camions de l'Express Rouge qui passaient. Ils comprenaient ce que cela signifiait. Non seulement que les Américains pouvaient ravitailler leurs armées, mais qu'ils pouvaient gaspiller plus que les Allemands ne pouvaient produire. Ils étaient témoins de l'effondrement de leur vision du monde, un camion à la fois. Le dernier mot appartient à un officier allemand dont le nom s'est perdu dans l'histoire, cité par un conducteur de l'Express Rouge lors de la commémoration de 1994. Debout à côté d'une route en Belgique, regardant la caravane interminable de camions américains, l'officier a dit en anglais avec un accent assez geôlier « Nous nous sommes préparés à tout. Vos chars, vos avions, vos navires. Nous ne nous sommes jamais préparés à vos camions. Comment vaincre un ennemi qui a plus de camions que de soldats ? » La réponse est passée à côté de lui à intervalles de 5 minutes, propulsée par des Américains épuisés qui réécrivaient les règles de la guerre, une livraison à la fois.